L'a dit Philippe Chevrier, bien que nous soyons partout chez nous, partout en France chez nous, ici en Île-de-France, spécialement à Mantes-la-Ville, oui, nous sommes vraiment à l'aise. Nous avons été particulièrement bien reçus cet après-midi, et d'ailleurs je voudrais remercier mon équipe et l'équipe qui a œuvré à l'organisation de tout ce meeting, toute la fédération des Yvelines qui a fait beaucoup de choses aussi tous ces jours pour organiser ce meeting, et puis donc monsieur le maire de Mantes-la-Ville pour son accueil de ce soir et surtout pour son accueil de cet après-midi, parce que nous avons fait beaucoup de choses. Vous verrez ça, je pense, dans les journaux demain. Nous avons vu beaucoup de journalistes, nous avons vu beaucoup de commerçants, nous avons été à côté de la trésorerie, de l'ex-trésorerie principale de Mantes-la-Ville, et j'en reparlerai dans un instant. Donc c'est un moment très important de la campagne. C'est vrai que cette campagne, pour le moment, je suis persuadé que ça va durer, se passe bien, même mieux que bien. Il y a une véritable dynamique en Île-de-France pour cette campagne des régionales, à travers tous les départements. La plupart des têtes de liste départementales sont là, d'ailleurs, ce soir. Il y en a certains qui, de Seine-et-Marne, ont traversé toute l'Île-de-France ce soir pour venir ici, et je pense qu'on peut les applaudir. Tout le monde a véritablement envie de travailler. Je vous indique que demain, nous déposons nos listes avec un nombre considérable de candidats, que normalement, tout est bouclé, tout est bordé, que nous allons à la préfecture de région demain à 9 h. Jeudi, nous avons toute une journée dans Seine-Saint-Denis avec un meeting au Blanc-Ménil, etc., etc. Et que cela va continuer en allant crescendo jusqu'au mois de décembre, jusqu'au jour de l'élection, parce que nous en avons non seulement les moyens, mais nous en avons la volonté, nous en avons l'enthousiasme. Alors, Mantes-la-Ville, aujourd'hui, ici, c'est la seule ville Front National d'Île-de-France. Et nos villes, vous le savez, et spécialement Mantes-la-Ville, puisque tu as rappelé tout à l'heure, Philippe, la gestion budgétaire du premier exercice de Mantes-la-Ville, qui est extrêmement intéressant. Nos villes sont le symbole de notre bonne gestion, du respect de nos engagements. Et c'est le symbole aussi de la lutte du système contre le Front National. Et je voudrais aborder ces deux points rapidement. Alors on nous annonçait, lorsque les maires Front National pour la première fois ont été élus, au Pontet, à Hénin-Beaumont, ici à Mantes-la-Ville, on nous annonçait les pires drames. Vous vous souvenez des 7 plaies d'Égypte? C'était ça qui devait arriver dans toutes ces villes que nous connaissons. Alors, je les ai revues un peu il y a quelques jours, toutes ces 7 plaies d'Égypte, et j'ai entendu presque les journalistes nous dire, ou nos opposants politiques, nous dire ce qui allait arriver. Alors on pouvait avoir les eaux de la Seine, par exemple, qui passent pas très loin, changer en sang à partir du moment où il y avait un maire Front National à Mantes-la-Ville. On pouvait avoir une arrivée massive de grenouilles, comme en Égypte il y a plusieurs milliers d'années. Tous les troupeaux pouvaient mourir, et les bêtes et les gens pouvaient être couverts de furoncles. L'Exode nous dit « gens et bêtes furent couverts de furoncles, bourgeonnant en pustules ». Et ça pouvait être ça à Mantes-la-Ville si on avait cru nos adversaires politiques, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés, etc., etc. Qu'est-ce que nous avons vu? Que des promesses tenues. Par exemple, la gestion qu'on a rappelée à Mantes-la-Ville, mais à Hénin-Beaumont. Nouvelle baisse de 2% des impôts pour ce deuxième exercice fiscal. Vous savez, c'est extraordinaire. Il faut un travail considérable pour y arriver, pour scruter le budget, pour savoir où on peut faire les économies sans atteindre la qualité du service public et sans atteindre la qualité des investissements. Vous y avez réussi ici, ils y ont réussi à Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, pour le moment, ça donne pour une deuxième fois une baisse des impôts locaux, et ça, tous les Français doivent le savoir. Taux de satisfaction des habitants, de ceux qui habitent dans les villes gérées par le Front National, en moyenne 74%. 10 points de plus que dans une ville UMPS ou RPS, comme on dit à l'heure actuelle. Ça, ce gaspillage,
chasse au copinage, internalisation des services, rationalisation des procédures. Et je peux vous dire, mes chers amis, que nous appliquerons, si je suis élu, si nous sommes élus à la tête de la région, et si je suis élu président de la région, nous appliquerons la même recette en Île-de-France. Je l'ai prévu, 2% de baisse de la masse des dépenses par an. La gabegie, j'y reviendrai rapidement, mais à la tête de la région Île-de-France, dans la région Île-de-France, est absolument considérable. Faire des économies ne sera pas très difficile. Et nous avons des experts aussi qui nous disent que nous pourrons facilement faire des économies dans les collectivités territoriales. 2% de baisse de la masse des dépenses par an pendant la mandature à la région et redistribution, bien entendu, de certains budgets vers les actes prioritaires, l'emploi et le transport. Le retour de la sécurité et de la tranquillité partout dans ces villes Front National, avec des mesures de bon sens, la tolérance zéro, même pour des petites infractions et les petits délits, des polices municipales présentes et dissuasives, police municipale d'ailleurs, dont il faut trouver le local, un local plus décent ici à Montaville, et je crois, monsieur le maire, que vous vous y employez avec quelques difficultés, mais quand même. Nous faisons la même chose dans notre programme d'ailleurs de la région. Nous avons proposé que je sois présent pendant toutes les heures d'ouverture dans les 380 gares SNCF et RATP de l'Île-de-France, 2 gardes armés, de véritables armes à feu, pour dissuader la délinquance et pour dissuader l'insécurité. C'est une mesure tout à fait faisable, c'est une mesure obligatoire compte tenu de l'insécurité, de l'état d'insécurité d'aujourd'hui et du bilan que laissent les prédécesseurs. En plus, je l'ai déjà dit, mais je le redis, une étude avait été faite il y a quelques mois dans une grande gare RER du nord de Paris. On a constaté que la présence pendant 4 ou 5 heures dans le hall d'entrée de ces 2 gardes armés amenait 80% de plus d'achats de billets que pendant les mêmes périodes des jours précédents. Donc on chiffre à 100 millions d'euros la fraude dans les transports par an en Île-de-France. Vous voyez que la mesure serait vite financée. Enfin, on chiffre à 100 millions d'euros. Je peux simplement vous dire que c'est quand même assez difficile de chiffrer. Je me suis aperçu que c'était difficile de chiffrer parce que le chiffre officiel, c'est 100 millions d'euros, mais Mme Pécresse, elle a dit 200 millions d'euros. Alors bon, ben voilà, c'est toujours un peu aussi Madame Plus. Je ne sais pas d'où elle a sorti ce chiffre, mais je pense que ce chiffre de 100 millions de la fraude en Île-de-France est tout à fait acceptable. Le respect de la laïcité dans les villes gouvernées par le Front National, et notamment ici à Montaville. Le cahier des charges à Montaville du marché public de la viande pour les cantines scolaires gérées par la ville exige un abattage traditionnel de la viande. Pas de viande halal et pas de souffrance animale. J'ai ceci dans mon programme. D'abord, privilégier la nourriture locale dans les cantines des lycées par les circuits courts contre la pollution, et ce qui permet de privilégier les producteurs franciliens, mais là aussi, l'interdiction dans les cantines des lycées de viande halal, c'est-à-dire abattue selon un rite religieux, et surtout abattue avec une souffrance animale que l'on ne connaissait plus depuis très longtemps en France. Alors pour l'anecdote, pour la précision, il n'y a plus aucun abattoir en Île-de-France qui abattent de façon traditionnelle. Tous les abattoirs en Île-de-France abattent de façon halal. Ça ne veut pas dire que toute la viande que vous mangez en Île-de-France est une viande halal parce qu'il en provient d'abattoirs extérieurs à l'Île-de-France. D'ailleurs, la ville de Montaville a dû contracter avec un abattoir de Normandie pour trouver de la viande abattue selon les méthodes traditionnelles. Voilà les précisions sur la bonne tenue de la gestion de ces villes Front National qui préfigure, bonne gestion qui préfigure la gestion de toutes les autres collectivités territoriales. Alors peut-être que nous ne gagnerons pas cette fois l'Île-de-France, mais Marine Le Pen gagnera dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Marine gagnera en PACA. Et nous verrons alors dans des énormes collectivités territoriales avec des budgets considérables, nous verrons alors les politiques et les techniciens du Front National à l'œuvre, non seulement pour rationaliser
les conseils régionaux, mais les remettre véritablement au service de nos concitoyens. La ville de Mantes-la-Ville aussi est le symbole de la lutte par tous les moyens de l'État et d'un certain nombre de politiciens contre le Front National. Alors, non seulement Mantes-la-Ville, mais vous l'avez vu à Fréjus, où le tribunal administratif de Toulon a obligé David Racine à ouvrir une mosquée construite illégalement, et cela pour l'Aïd el-Kébir, à Beaucaire, où des associations communautaristes attaquent le maire Julien Sanchez en justice parce qu'il veut faire régner la tranquillité dans sa ville la nuit venue, et à Mantes-la-Ville, où nous en avons beaucoup parlé cet après-midi, avec le combat de Cyril Naud, non seulement contre des politiciens comme M. Martinez à la Camille ou comme l'ancien maire, mais contre le préfet, c'est-à-dire contre le représentant de l'État, qui contre toute règle juridique, contre tout respect de la laïcité, contre tout respect de l'orientation de ce bâtiment qui doit rester un bâtiment public, entend favoriser pour des raisons électorales, pour des raisons de base politique, ce communautarisme musulman est obligé qu'une autre mosquée soit dans cet immeuble de la rue des Merisiers. Nous nous en sommes expliqués devant la presse cet après-midi. Je crois que notre discours est parfaitement passé. Nous avons montré que nous agissions pour le respect d'un certain nombre de grands principes, certainement pas par provocation ou par islamophobie. Je pense que les journalistes, on leur a dit clairement, et ils ont bien compris. Est-ce qu'ils le rediffuseront de façon complète? Nous verrons. Ça a déjà quand même été fait. Et je crois que le combat sera incessant, qu'il est toujours à tenir, toujours à répéter notre position, car la position du maire, la position du Front National est parfaite, tant sur le plan politique que sur le plan juridique, que sur le plan moral. Mais encore une fois, vous voyez bien, ici, à Mantes-la-Ville, le maire Cyril Naud et la municipalité sont en but à toutes ces attaques les plus basses. Alors voilà. Voilà d'ailleurs, nous savons pourquoi est-ce que le Front National progresse. Il progresse parce que nos concitoyens savent que nous irons bien. Il progresse parce que nos concitoyens savent que nous sommes persécutés. Voyez-vous, moi je n'ai pas été persécuté, mais médiatiquement par exemple, depuis le mois de juin dernier, il y a un véritable boycott qui s'est exercé à notre rencontre et à l'encontre de la liste, au profit de mes adversaires, M. Barthelone et Mme Pécresse. Mais ça même, ce boycott, cette sorte de persécution, parce que l'ouverture médiatique est quand même extrêmement importante dans une campagne électorale, nos concitoyens s'en aperçoivent, et c'est comme ça que le Front National progresse. Vous avez vu les sondages dans la grande région Nord, vous avez vu les sondages en PACA, vous voyez les sondages aussi en Île-de-France. Je pense, je suis même certain que nous ferons de très bons résultats, car nous sommes le seul parti anti-système, le seul qui s'intéresse encore au bien commun. Voilà, c'est la preuve. Toutes ces persécutions, tout ce boycott encore, toutes ces manœuvres contre nous, et ça n'est pas fini, c'est la preuve par 9, la preuve par A plus B, que nous dérangeons totalement. La preuve que nous sommes le chien dans leur jeu de quilles. La preuve que nous sommes l'épine dans le pied de leur magouille. Nous sortons un tract sur les copinages et sur les magouilles, notamment dans la région Île-de-France. Vous verrez que ce tract est très bien rédigé et je pense qu'il aura un impact extrêmement important. Il aura un impact extrêmement important parce que nous avons affaire à des adversaires quand même particulièrement critiquables. Alors je sais que M. Barthelone vient ici dans quelques jours. La ville de Mantes-la-Ville est non seulement un symbole pour nous, mais aussi un symbole pour eux. On les comprend. C'est ici qu'ils doivent venir, parce que nous sommes leurs seuls adversaires. C'est pas Mme Pécresse qui est l'adversaire de M. Barthelone. C'est moi, c'est le Front National, c'est la liste du Front National qui est l'adversaire de M. Barthelone. Alors, M. Barthelone, vous allez venir ici. J'espère que quand vous viendrez, vous entendrez encore l'écho des paroles que je vais prononcer contre vous. Parce que je ne les prononce pas gratuitement, je ne les prononce pas sans m'être renseigné, sans avoir étudié avant
vous osez, M. Barthelone, prétendre diriger une région comme l'Île-de-France, la région capitale, avec un budget de 5 milliards d'euros. Vous osez prétendre cela après ce que vous avez fait en Seine-Saint-Denis? Mais quand vos amis socialistes vous ont investi, ils connaissaient le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, ils vous ont investi quand même. Mais vous savez, c'est pas grave. M. Pierre Bédier, ici dans le département des Yvelines, après avoir purgé ses 5 ans d'inéligibilité pour condamnation de malhonnêteté personnelle, il a été réinvesti par l'UMP pour redevenir président du Conseil général. Ces gens-là, départementaux, ces gens-là n'ont aucune vergogne, ils sont capables de tout. Du moment que la place peut être prise, ils iront. Je pense que M. Barthelone ne prendra pas la place. Parce que, qu'est-ce qu'a dit la Cour des comptes à son sujet? La gestion du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Insincérité et rébellion dans le budget. Voilà un monsieur qui est président, à l'heure actuelle, président de l'Assemblée nationale. Un des principaux personnages de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la dotation de l'État promise pour son département baisser. Eh bien, il a inscrit la dotation espérée comme recette fictive dans son budget. Il a faussé sciemment le budget de 2010 en guise de protestation, mais ça a été un trucage complet du budget. Et la Chambre régionale des comptes a relevé de ça et a dit, monsieur, votre budget est insincère et il y a une véritable rébellion de votre part. Comment peut-on prétendre à continuer à présider l'Assemblée nationale et à présider maintenant la région? Un cabinet de président du Conseil général, comme toujours d'ailleurs, absolument surdimensionné. La loi dit qu'un tel cabinet de président de conseil général, de ce conseil général-là, ne peut excéder 11 personnes. On a été obligé de mettre des barrières. On a été obligé, parce que tous ces messieurs et toutes ces dames de l'UMP et du PS, dès qu'ils ont ce genre de présidence, c'est pour faire venir auprès d'eux le maximum de collaborateurs, le maximum d'amis, le maximum d'obligés. Enfin, on connaît tout ce système de clientélisme qui, spécialement en Île-de-France, nous pourrit la vie publique depuis des années et des dizaines d'années. Donc pas plus de 11 personnes. Eh bien, il est allé jusqu'à 18 personnes, monsieur Barthelone, en Seine-Saint-Denis. Et la Chambre des comptes l'a parfaitement relevé. Mais alors, plus loin, alors encore plus loin dans la critique de Barthelone, la gestion précise du département, heures de travail, des salariés, des agents du Conseil régional, 28 heures par semaine pour les assistants sociaux, 27h30 pour les éducateurs, et un tout petit peu plus de 27 heures pour les agents des collèges. Voilà, c'est bien. Hein. Alors, il nous a dit, ah, j'ai hérité de la situation du Conseil général quand il était communiste. D'accord? C'était bien les communistes de faire ça, de faire travailler les gens le moins possible, surtout les agents publics. Mais lui a parfaitement continué. Alors, ce régime avantageux, relève la Chambre des comptes, se traduit par un coût théorique pour la collectivité de 514 emplois, représentant près de 22 millions d'euros pour l'année 2014, avec un cumul de 825 000 heures non travaillées. Parce que non seulement vous avez ce clientélisme, non seulement vous avez des cabinets pléthoriques, non seulement vous avez des embauches pléthoriques, mais ils permettent et ils font en sorte, parce que c'est toujours un moyen de clientélisme aussi, que véritablement les agents de ces collectivités territoriales ne travaillent absolument pas. Alors c'est comme ça qu'a agi M. Barthelone pendant de longues années en Seine-Saint-Denis. Mais il y a un dernier point, qui n'est pas le moindre d'ailleurs, c'est la poursuite, enfin l'enquête qui a été ouverte par le procureur de Bobigny pour un emploi fictif. Et véritablement, quand on regarde ce qui s'est passé, M. Barthelone a engagé officiellement au Conseil général de Seine-Saint-Denis un monsieur qui a été chargé d'écrire un ouvrage sur le passé ouvrier et industriel de la Seine-Saint-Denis. Alors la Chambre s'est penchée sur cet emploi et il a dit, monsieur, ça fait 2 ans et demi que vous êtes embauché. Est-ce que vous pourriez nous montrer ce que vous avez fait en 2 ans et demi pour cet ouvrage? Ah oui, a dit le monsieur. Il a dit, j'ai fait un plan. Voilà. Et il a donné 2 pages sur lesquelles il y a le plan d'ouvrage. 2 ans et demi
avec un salaire extrêmement confortable pour faire ça. C'est ça la gestion du Parti Socialiste, c'est ça la gestion du MP, c'est ça la gestion de M. Barthelone en Seine-Saint-Denis. Il fera, si ce qu'à Dieu ne plaise, il est élu président de la région, il fera exactement à la région. Alors, manque de fiabilité, de transparence. Souvenez-vous-en, M. Barthelone, quand vous viendrez dans 2 ou 3 jours. Explosion de la dette. Gestion totalement dispendieuse des ressources humaines, abstenez-vous, vous n'auriez jamais dû être investi pour être candidat à la présidence de la région, et je pense que les électeurs de l'Île-de-France vous repousseront. Il n'y a pas que madame, il n'y a pas que M. Barthelone, il y a Mme Pécresse. Alors ça, Mme Pécresse, bon, elle n'a pas encore gouverné la région, donc elle n'a pas encore fait ses preuves de gabegie et de clientélisme. Mais vous vous souviendrez bien que pendant tout le temps de la mandature, de cette mandature-ci avec Jean-Paul Huchon, elle a voté un nombre considérable de rapports et de demandes de Jean-Paul Huchon. Je répète, certains l'ont déjà entendu, je recommande le vote le plus emblématique de Valérie Pécresse, et on peut le dire puisqu'on est dans les Yvelines et qu'elle est élue des Yvelines, mais comment croire d'ailleurs cette personne encore un instant après? Elle a dit dans la campagne, il y a à peu près 2 mois, si je suis élu président, la première mesure que je vais prendre, c'est de supprimer la gratuité des transports en Île-de-France pour les clandestins. On lui dit ça, Mme Pécresse, c'est une bonne mesure, hein, c'est quand même scandaleux que M. Huchon ait mis ça au point. Il n'y a qu'un seul malheur, c'est que nous avons trouvé très vite qu'elle avait voté cette mesure. Ah, j'ai voté ça. Alors, après, elle a été interviewée par une chaîne de télévision locale des Yvelines, et la journaliste avait mon communiqué dans la main. Il lui a dit, mais Mme Pécresse de Saint-Just vous dit que vous voulez revenir à cette mesure, vous l'avez votée. Et elle répond au journaliste, ah oui, bon, d'accord, je l'ai voté, mais on ne s'est pas rendu compte à l'époque. Voilà qui se présente aussi à la tête de la région. Il y a un autre exemple, d'ailleurs, avec les clandestins qu'on peut faire surgir à l'occasion de notre propos sur Valérie Pécresse. Il y a 1 mois, Jean-Paul Huchon a réuni tout à fait cessante le Conseil régional pour faire voter un crédit de 5 millions d'euros en faveur des clandestins. Voilà. C'est pas plus budgété que le pass Navigo, il n'y a pas de problème, il est en bout de course, mais il fait quand même voter 5 millions pour le... Alors, nous avons été à la séance du Conseil régional pour voir, Mme Pécresse a voté contre, parce que je pense qu'elle a retenu ma leçon, elle a dit on est à 2 mois des élections, peut-être que je vote contre ça, il y a 2 ans, elle a peut-être voté pour, mais là je vais voter contre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, mes chers amis, c'est que les conseillers régionaux actuellement élus de l'UDI et du MoDem, comme par exemple la célèbre Madame Joanneau, ils ont voté pour cette mesure. Pour les 5 millions d'euros d'argent du contribuable en faveur de l'invasion des clandestins que nous connaissons à l'heure actuelle. Et donc, Mme Pécresse, vous essayez de nous faire croire, mais je vais vous dire, vous êtes presque pire que M. Barthelone. Je l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de la phrase de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Lionel Jospin, ou de Jacques Chirac plutôt. Jacques Chirac, c'est Jospin en pire. Ben oui, parce qu'il fait... Chirac fait une politique de gauche sans dire qu'il est de gauche, alors que Jospin fait une politique de gauche, faisait une politique de gauche en disant qu'il était de gauche. Huchon faisait une politique de gauche en disant je suis au Parti Socialiste. Et Mme Pécresse, elle fait une politique de gauche, mais elle se prétend de la fausse droite, à tel point qu'on peut quand même lui dire, et madame, vous accoquinez, parce que c'est bien le terme, accoquiner avec des candidats UDI et MoDem, vous vous en gargarisez, on a fait l'union, ils sont avec nous, on va travailler ensemble, on gérera la région ensemble, etc., etc. Avec des gens de l'UDI et du MoDem qui ont quand même fait battre Nicolas Sarkozy à la dernière présidentielle, parce qu'ils ont voté pour François Hollande, et appelé à voter pour François Hollande. Vous voyez l'absence, là aussi, de vergogne, l'audace la plus totale. Ah, vous avez fait élire François Hollande il y a 3 ans, et vous avez fait battre notre candidat Nicolas Sarkozy, c'est pas grave, venez avec nous dans la liste des régionales, et on va tous se tenir le coude, et on va se faire élire, on aura la place, et après, on leur dira merde, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Alors vous êtes accoquinés avec ces gens-là, qui non seulement, au moment, mais qui ont voté pour ce crédit symbolique, scandaleux de cette
cette question aussi importante que de l'arrivée de ces clandestins en France. Comment peut-on vous croire un instant, Madame Pécresse? D'ailleurs, vous avez aussi édité des tracts ou un tract sur les subventions absolument délirantes qui étaient données à un certain nombre d'associations par le Conseil régional pendant les 17 ans de mandature de Jean-Paul Huchon. Là aussi, vous essayez de plaisanter avec ça en disant que c'est quand même incroyable. Mais, Mme Pécresse, vous avez voté un très grand nombre de ces subventions à ces associations. Vous les avez votées et aujourd'hui, pendant la campagne, vous venez vous sortir le titre de ces associations pour vous gausser de la gestion de M. Jean-Paul Huchon. Il ne faut quand même pas avoir de respect humain, même. Enfin, faites attention à ce que vous dites. Moi, je suis légitime, candidat du Front National, à vous donner un peu une indication de toutes ces subventions qui ont été données depuis de très nombreuses années par Jean-Paul Huchon, par les socialistes en Ile-de-France. Je vous rappelle quelques chiffres. 520 millions d'euros, la somme allouée aux subventions, aux associations dans le budget 2014 de la région Ile-de-France. 3400 associations. Et c'est d'ailleurs la technique, hein, le montant qui a été multiplié par 30 en 20 ans. Alors c'est la technique des socialistes, c'est la technique de l'UMP. Non seulement, alors on a un personnel pléthorique à la région, des services à n'en plus finir, mais on va externaliser un nombre considérable d'actions vers ces associations. Dans la politique des quartiers, par exemple la politique de la ville, là c'est considérable. Ça ne passe que par le biais d'associations. D'associations, à nouveau le clientélisme, les amis politiques, les amis, les obligés, et on va déverser des masses absolument considérables, 520 millions d'euros d'argent du contribuable vers ces associations. Alors il y en a qui travaillent, c'est sûr, il y en a qui sont utiles, bien que ça pourrait être fait directement par la région, et à chaque fois on vous laisse une parcelle de pouvoir, je ne pense pas que ce soit très bon. Mais alors vous allez voir quand même, hein, projet voilà, alors les problématiques du genre. Alors ça les a toujours beaucoup travaillé à la région. Hein. Tout ce qui est subvention aux associations communautaristes gays et lesbiennes, la LGTB, et puis maintenant et surtout les problématiques du genre, en intégrant la pédagogie égalitaire compensatoire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pédagogie égalitaire compensatoire. On va essayer un jour d'en faire, mais voilà. Association Ski Altermonde, création d'un média citoyen et collaboratif d'un nouveau genre, encore le genre. 10 000 euros pour une thèse sur les musiciens dans les mouvements dissidents en Tchécoslovaquie. Très intéressant, passionnant pour le contribuable français. Thèse sur l'histoire de la chevelure et de la pilosité à la France du XVIe et du XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est la lecture de cette thèse qui m'a donné envie de laisser pousser ma barbe. Thèse sur la transformation des formes d'autorité chez les Inuits du Nunavik. Pas les Inuits en général, non. Les Inuits du Nunavik. Je ne sais pas où est le Nunavik, mais ça doit exister. 28 000 euros pour un projet du colportage des savoir-faire de la participation citoyenne. Moi, pas comprendre non plus. La mise en place de rencontres et d'ateliers sur la thématique de la créolisation. Concerts de musique tzigane. Les dangers. Attention, avez-vous eu conscience de ces dangers? Moi, je ne les connaissais pas. Et pourtant, j'ai un jardin lié à l'expansion des populations de tortues à tempes rouges en Ile-de-France. C'est la seule fois d'ailleurs où ils s'occupent de l'Île-de-France. C'est pour lutter contre les tortues à tempes rouges. 48 000 euros pour former les élus analphabètes issus du scrutin municipal dans le cercle de Nioro du Sahel au Mali. Non, attendez, on rêve. Alors quand même, quelque chose de très important, le retour du saumon en Seine. C'est pas le retour du maquereau ou d'abord c'est le saumon. Hein. Alors la pratique du football, 11 000 euros dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. La formation des kinésithérapeutes dans la zone du Mekong au sud du Vietnam. L'étude des mécanismes du déclin du moineau domestique en Ile-de-France. Les plantes médicinales et les savoirs ancestraux des femmes Aymara au Chili. Et alors, dernière
et non la moindre, je ne veux pas être grossier non plus, mais trivial, mais quand même, hein, des dizaines de milliers d'euros pour l'étude de la ménopause franco-tunisienne. Alors, vous dire, je ne sais pas ce qu'elle a de spécial, la ménopause franco-tunisienne, mais voilà. Et c'est absolument incroyable. 520 millions d'euros, enfin, tout n'est pas de ce... Alors, je ne vous donne pas non plus... ah oui, c'est peut-être là-dedans, non. Les programmes de recherche universitaire. Alors, tous les programmes de recherche universitaire ne sont pas très bons et qui aboutissent, mais alors quand même. Afrodescendants et esclavage, domination, identification et héritage dans les Amériques du 15e au 21e siècle. Ah ben voilà, c'est ça. Une thèse de recherche qui s'appelle MENOPSUD, approche comparative franco-tunisienne de la ménopause. Symptômes, perception, représentation et prise en charge. Bon. Et puis, TANMIA, le développement fabrique de l'action publique dans le monde arabe ou archéologie de paysages en pays de con. On se fout de nous. Ils ont pu faire ça parce qu'il n'y a, depuis 2010, aucun élu du Front National. Moi, je siège dans un autre conseil régional, ils n'osent pas faire cela. Malgré le fait que nous sommes dans l'opposition et qu'il y a les 25% où il y a une majorité tout le temps, quand même, le président du conseil régional, mon président, fut-il socialiste, n'ose pas faire ça. Il fait attention, il sait que nous monterions très fort au créneau, et que la presse est alertée et commencerait quand même à se demander un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à de telles... mais moi, ça nous fait rire, d'accord, mais ça me soulève quand même d'indignation. Que l'on puisse autant utiliser l'argent du contribuable pour faire cela est un scandale absolument abominable. Alors vous voyez bien la différence qu'on peut maintenant bien percevoir entre cette gestion municipale de bons pères de famille, de personnes scrupuleuses et surtout très attentives aux deniers publics, aux deniers des contribuables, à l'argent des contribuables. Alors d'une part, cette gestion de toutes ces mairies Front National que nous pouvons connaître maintenant, puisque nous avons bien l'exemple ici de la gestion de la mairie de Mantes-la-Ville, et toutes ces gestions, et vous savez bien, mes chers amis, que ça fait des dizaines d'années maintenant, que ce soit au niveau de l'État ou dans toutes les collectivités territoriales, régions, départements, villes, grandes villes, moyennes, où l'on fait n'importe quoi, où l'explosion des budgets, l'explosion des impôts locaux, l'explosion de la dette, l'explosion des charges est infinie. On ne pourra pas continuer comme cela, on ne pourra pas aller plus loin. Il faut absolument arrêter ce mouvement. Et je pense que les Français commencent à comprendre parfaitement qu'il n'y a qu'avec le Front National que des coups d'arrêt de ce genre, un véritable renouveau pourra se faire. On le voit bien. On le voit bien dans cette campagne ici, on le voit bien en PACA, on le voit bien dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, les sondages qui accompagnent Marine Le Pen, la baisse, le niveau très faible, où est M. Xavier Bertrand, où est le candidat socialiste. Alors vous savez que, évidemment, le seul bémol, le seul incident qui pourrait éventuellement empêcher le Front National de prendre ces deux grandes régions serait le retrait pur et simple des socialistes le soir du premier tour. Ils sont capables de faire cela. Et surtout l'UMP est capable, sans aucune vergogne, de se faire élire avec toutes les voix de la gauche. Il n'y a aucun problème. Et pour se faire élire, pour avoir la place, et pour pouvoir continuer leur pratique absolument infernale, ils sont capables de tout. Nous ne voulons pas de cela. Nous avons un programme bien déterminé, original, pensé. Nous avons un programme, nous l'appliquerons dans les villes, nous l'appliquerons dans les régions. Avec ce programme, nous réduirons, je vous l'ai dit, la fiscalité régionale. Et nous réduirons le train de vie incroyablement honteux de cette région Île-de-France. Nous mettrons fin au clientélisme érigé en système par la majorité socialiste et dont nous voyons un exemple précis, comme dans un laboratoire aujourd'hui en Mantes-la-Ville, à travers cette affaire de la construction, enfin de l'installation d'une mosquée supplémentaire. Nous insufflerons une politique de l'emploi et de la formation professionnelle, non pas pour inverser la courbe du chômage
comme le dit misérablement M. Hollande depuis le début de son quinquennat, mais pour retrouver un chômage résiduel à la fin de la mandature. C'est absolument nécessaire, notamment en Île-de-France. Nous imposerons l'utilisation des circuits courts agricoles dans la restauration collective et dans les écoles de la région. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous imposerons dans les lycées de la région une viande abattue de façon traditionnelle. Nous favoriserons dans les appels d'offres publics les PME et les PMI et nous rééquilibrerons leur fiscalité avec celle des grands groupes. Nous protégerons en concertation avec les professionnels le commerce traditionnel. Je peux vous dire que depuis le début de cette campagne, nous allons voir un nombre considérable de commerçants que nous avons été voir. Cet après-midi, presque tous les commerçants de Mantes-la-Ville que nous avons été voir, les commerçants de Mantes-la-Jolie, et que nous recevons, je le crois, un accueil extrêmement favorable parce qu'ils en ont par-dessus la tête de ce fiscalisme, par-dessus la tête de cette insécurité qui leur pèse énormément. Nous instaurerons un vaste plan de sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire de la région avec des mesures extrêmement précises en ce qui concerne les transports et notre proposition d'avoir des gardes armés dans toutes les gares de Paris. Nous réintroduirons partout où c'est nécessaire le principe de la laïcité et nous nous opposerons, quand la situation l'exige, aux dérives communautaristes. Il y a un grand nombre de dérives communautaristes à travers la politique de la ville, à travers la politique des quartiers. Favoriser ces dérives par la région depuis 17 ans de la gestion socialiste. Ne croyez pas que ça changera avec Madame Pécresse. Vous le voyez dans toutes les villes importantes gérées, par exemple dans les Yvelines, par les potentats de l'UMP. Avec nous, tout ça sera terminé. Nous avons à la région des moyens importants pour agir sur ces questions-là. Nous aurons une action économique tout à fait forte, c'est une compétence très importante de la région. Nous aurons une action importante en ce qui concerne les transports, en oubliant, pour le moment en tout cas, cet investissement qui n'a absolument pas fait sa preuve de son utilité, mais surtout sa preuve de son coût absolument énorme, qui serait le Grand Paris Express. Mais la réalisation des schémas directeurs de modernisation des RER A, B, C et D. Le passage des RER B, C et D d'une douzaine de lignes les plus chargées du Transilien en pilotage automatique. Enfin, quand on prend le métro à Paris, j'ai encore pris la ligne numéro 1 ce matin, évidemment ce pilotage automatique, c'est une modernisation considérable, c'est formidable, ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, il faudra résoudre un jour la question de la dualité entre le personnel, les conducteurs de la RATP et les conducteurs de la SNCF. Nous accélérerons le projet EOL Ouest de Haussmann à Saint-Lazare et de Haussmann-Saint-Lazare à Nanterre-la-Défense. Nous mettrons en œuvre le doublement du tunnel Châtelet-Gare, Gare du Nord en bitu pour les lignes B et D. Nous mettrons en œuvre l'accès rapide aux aéroports de Roissy et d'Orly. Nous moderniserons, comme il se doit, l'existant à l'heure actuelle pour que les transports soient les plus rapides possibles, les plus sûrs possibles et les plus confortables possibles, alors qu'ils présentent véritablement un visage tout à fait déficient et qu'ils rendent la vie de nos concitoyens extrêmement difficile dans les transports. Et puis, nous l'avons fait dans les Yvelines, alors je peux le rappeler, nous aurons une politique très particulière au profit de l'accessibilité de tous les transports pour les handicapés. Nous avons fait une action il y a 15 jours ou 3 semaines où je me suis mis en situation de transport, mais on peut encore parler d'ailleurs un instant à ce sujet-là de la gestion de la ville de Mantes-la-Ville, parce que nous en avons parlé, nous avons beaucoup parlé avec monsieur le maire cet après-midi. Il me disait qu'il allait devoir, dans les années à venir, consacrer, si je ne me trompe, environ 500 000 € par an pour mettre en accessibilité tous les bâtiments publics de la ville de Mantes pour les handicapés. Alors c'est très bien, c'est parfait, mais pourquoi est-il obligé de s'atteler à cette tâche et de mettre autant d'argent? C'est parce que sa prédécessrice, toute socialiste qu'elle était, n'a rien fait du tout. Alors vous voyez, ces prétendus humanistes, Barthelone, l'Île-de-France humaine, hein, ces prétendus humanistes qui nous font croire qu'ils sont attachés à la défense du plus faible et de l'opprimé.
mais ils n'ont rien fait ici à Mantes-la-Ville pour les handicapés et pour l'accessibilité des bâtiments publics. D'ailleurs, nous avons montré que dans une gare qui a été rénovée il y a quelques années pour une somme considérable, ils ont tout rénové. Alors on arrive dans la salle d'accueil, après c'est terminé. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant ne peut jamais accéder tout seul au train, ça n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a fait à l'époque de la rénovation? Là aussi, le clientélisme a dû régner en maître, et nous ferons exactement le contraire. Alors je vous ai parlé de toutes les questions de sécurité dans le programme, les questions de formation professionnelle. Nous avons des propositions extrêmement originales, comme la création notamment, alors la contractualisation d'un post-apprentissage pour les jeunes sortis sans diplôme et sans qualification du système scolaire, âgés entre 18 et 30 ans et qui acceptent de s'engager dans des métiers à forte pénibilité et dépréciés sur le marché du travail. Nous allons jusque-là. Enfin, en un mot d'ailleurs, nous serons des gestionnaires particulièrement fiables, particulièrement attachés aux deniers publics, mais des gestionnaires aussi, je crois pouvoir le dire, à travers tout le programme que nous avons mis au point, et c'est la marque de toute façon du Front National depuis très longtemps, des gestionnaires particulièrement attentifs et soucieux à ceux qui sont les plus démunis et qui ont le moins de moyens de nos concitoyens. C'est quand même notre but. C'est quand même pour ça que nous faisons de la politique. Pour aller vers ceux qui sont les plus faibles, les plus pauvres, qui ont le moins de moyens. Et c'est notamment le but de cette proposition. Par exemple, toujours dans ce même ordre d'idées, en ce qui concerne la santé, nous préconisons la création de centres de santé urbains dans les banlieues surpeuplées et difficiles. Mes chers amis, il ne faut pas avoir peur de ces quartiers, il ne faut pas avoir peur de ces banlieues, il ne faut pas avoir peur du logement social, il ne faut pas avoir peur de la mixité sociale. Quand nous aurons résolu, nous, Front National, les questions d'immigration et les questions d'insécurité, nous n'aurons plus de problème avec tout cela. Hein. Mais aujourd'hui, nous savons, nous avons un grand nombre de nos compatriotes qui vivent dans ces nombre incalculable de quartiers complètement sabotés de la région parisienne. Il y a plusieurs centaines de zones urbaines sensibles en région parisienne. Et nous devons aller vers eux. Et nous devons aller presque prioritairement vers eux. Nous créerons donc des centres de santé urbains spéciaux dans ces banlieues peuplées et difficiles. Mais nous créerons aussi des plateformes mobiles de santé, parce que le besoin s'en fait extrêmement sensible dans les campagnes et dans les villages d'Île-de-France. Dans le sud de l'Essonne, en Yvelines, je ne sais pas exactement, mais en Seine-et-Marne, dans l'est de Seine-et-Marne, il y a un très grand déficit de médecins. Les médecins ne vont plus s'y installer. Et dans tous ces villages, dans tous ces bourgs, là, ce sont des quartiers délaissés. Il y a une demande considérable, notamment de services publics et aussi de santé. Et nous allons, si nous prenons la région, si nous sommes à la tête de la région, y pallier particulièrement. Et vous voyez donc que ce programme est entièrement construit sur le plan technique, sur le plan politique, qu'il prend en considération toutes les préoccupations de nos concitoyens franciliens à l'heure actuelle, et spécialement, je le dis et je le redis, de nos concitoyens les plus pauvres et les plus démunis. En disant ça, d'ailleurs, je ne pense pas spécialement aux habitants de Calais, parce que Calais n'est pas dans notre région, mais je pense d'abord aux habitants du 18e arrondissement, de la Porte des Poissonniers, du square Pajol, à qui on impose, l'État, la mairie de Paris impose depuis des mois maintenant la présence vraiment insupportable. Je ne dis rien sur les clandestins eux-mêmes, mais c'est évident que ça ne peut pas être autrement, de dizaines, de centaines de clandestins. Je pense aux habitants, à ceux qui habitent à côté du lycée Carré dans le 19e arrondissement de Paris. Le lycée vient d'être évacué. Il avait été envahi au début des grandes vacances par plusieurs centaines de clandestins. On y laisser 300 à la fin, ils étaient 1500.
Et la vie du quartier était devenue insupportable. On avait même fermé spécialement des rues en interdisant aux gens du quartier d'y passer parce qu'on ne pouvait plus à cause des clandestins qui étaient là. C'est à ces gens-là que nous pensons, que nous devons penser en priorité. Alors, il n'y a pas que Paris, puisque maintenant nous savons que de ce lycée Carré qui a été évacué, les clandestins ont été envoyés dans près de 45 centres différents d'Île-de-France. Nous avons été spécialement, notamment au moment de notre lancement de campagne, devant ce genre de centre en Essonne, au Moulin de Vaux. Mais à l'occasion d'évacuation du lycée Carré, nous avons vu qu'en Île-de-France, il y avait déjà au moins 45 centres différents. Les citoyens des villages où sont ces centres, on leur a rien demandé. On leur a rien demandé sur le plan de la tranquillité, sur le plan de la promiscuité, sur le plan de la sécurité. Et nous avons la preuve que ça ne marche plus à ce moment-là. On ne leur a rien demandé, surtout sur le plan des impôts. Parce que c'est très bien de faire la charité comme ça à des dizaines, des centaines, des millions de migrants qui viennent d'Irak, de Syrie, prétendument d'autres pays. On sait que c'est une immigration économique composée essentiellement d'hommes. Il faut peut-être, on sait très bien de faire la charité comme ça, avec l'argent des autres. C'est toujours ce qu'ont fait les socialistes, c'est toujours ce qu'ont fait les gens du MP, avec l'argent des contribuables, ce qui est un scandale absolument abominable et qui est insupportable. Et nous pouvons en parler légitimement pendant cette campagne, de ce scandale de l'invasion des clandestins en Île-de-France, puisque c'est M. Barthelone, encore une fois, qui a dit que la région Île-de-France doit devenir une région d'excellence pour l'accueil des clandestins. Madame Cosse a dit que ça doit devenir la région d'exemple, et M. Huchon, avec l'aide de l'UDI et du MoDem, les alliés de Mme Pécresse, ont fait voter 5 millions de subventions pour ces clandestins, 5 millions de nos impôts à nous. Inacceptable. Vous comprenez donc que nous avons, à l'égard de nos concitoyens, vous tous qui êtes là, une mission absolument énorme, dirais-je, une responsabilité historique. Les dirigeants du Front National, les candidats du Front National, les cadres, les militants, vous tous qui êtes là ce soir, nous avons une responsabilité historique à l'égard de nos concitoyens, les Français, à l'égard de nos compatriotes. Jamais la situation de la France n'a été aussi grave. Sur le plan intérieur, nous avons connu des guerres, nous avons connu de grandes épreuves, mais là, c'est dans tous les compartiments du jeu que le système ne marche plus, que la pourriture s'est installée, que la corruption s'est installée, la corruption intellectuelle, la véritable corruption, la corruption des esprits, et nous avons donc un travail énorme à faire. En plus, nous le savons bien, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous sommes les seuls. C'est pas parce que nous voulons nous faire des bouches filles, qu'on est plus intelligents que les autres. Non, nous sommes, je crois, plus dévoués que les autres. Nous avons plus que les autres le sens du bien commun. Sinon, on ne serait pas au Front National, on serait parti depuis longtemps au RPR, à l'UMP, ou même au Parti Socialiste. On serait devenu président de Conseil Général, ou peut-être même plus haut, etc. On aurait eu toutes les prébendes et tous les honneurs que tous ces gens-là ont. Non, depuis des années, nous nous battons, enfin je regarde Philippe Chevrier, des années nous nous battons au sein du Front National. Nous n'avons jamais lâché la rampe du Front National. Et ce que je dis souvent à certains de mes amis, par exemple des amis qui habitent les Yvelines, vous regardez quelquefois le Front National d'une façon un peu méprisante, mais rendez-vous compte que ça fait des années que nous, fidèlement, sans bouger, sans lâcher encore une fois la rampe, nous travaillons au sein du Front National, car nous savons que le Front National, malgré ses défauts et ses qualités, le Front National est le seul mouvement, le seul moyen de pouvoir retrouver, de pouvoir remonter, la pente de la décadence. Depuis des années, nous descendons cette pente vers la décadence la plus complète. Nous devons, nous, à partir de ce soir, enfin on le fait depuis longtemps, mais ce soir, dans les Yvelines, dans le cadre de la campagne des régionales, faire tous la promesse, le serment, que jamais nous n'abandonnerons le combat du Front National pour faire revenir notre pays à un état où nos compatriotes vivront
dans cette belle région d'Île-de-France, dans toutes ces régions de France, de façon la plus harmonieuse possible. Voilà quel est notre but. En tout cas, moi, je continue à en faire la promesse et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Et je dis... Vous vous êtes tous levés, je vous remercie parce que de toute façon, comme à l'issue de tous nos meetings, de toutes nos réunions, et pour nous donner, s'il le fallait, je crois que c'est inutile, vraiment du cœur au ventre, nous allons entonner bien entendu notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15 ans à l'heure, à nos sillons. Vive l'Île-de-France et vive le Front National!